Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. Test de personnalité et maternité. Les expériences de vie redéfinissent-elles notre moi profond ? L'autre jour, j'ai discuté avec une cliente du MBTI. Le MBTI, c'est un test de personnalité et elle avait fait ce test-là dans le cadre de son boulot. J'ai moi-même fait ce test lorsque j'ai intégré le programme Booster, c'est un programme qui est proposé par le département des Hauts-de-Seine et par France Active. Et c'est un programme dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Et il nous avait proposé de faire ce test de personnalité parce que c'est plutôt cool de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe quand on veut devenir entrepreneur. Moi, à l'époque, j'étais ISTJA et les ISTJA, ils sont définis comme des individus pragmatiques et intéressés par les faits et dont le sérieux ne saurait être mis en cause. Donc bon, ça m'étonne pas plus que ça parce que à l'époque, je sortais de ma carrière de juriste, donc les faits rien que les faits, et un juriste est censé être sérieux. Sauf que ça, je me dis que c'était la Anaïs qui rentrait dans les cases. Dernièrement, j'ai refait ce test et je suis sortie avec un nouveau résultat. Je suis sortie ENFJA, donc rien à voir. Et les ENFJA sont des optimistes qui inspirent les gens et agissent sans hésiter pour faire ce qui leur semble juste. Donc il y a toujours cet esprit de justice, mais je me suis clairement rebellée entre-temps. Ce test-là, c'est assez rigolo parce qu'il y a des gens... j'ai été à une époque sur les applications de rencontres et il y a des gens qui mettent en description qui y sont. Donc bon, c'est assez marrant de faire ce test. Donc en fait, le premier test que moi j'ai fait, c'était il y a longtemps et je pense que j'étais une autre personne à ce moment-là. Parce qu'en cours de route, je suis devenue maman de 2 enfants. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai divorcé, j'ai travaillé sur moi beaucoup, en psychothérapie, en coaching de groupe, en individuel, en yoga-thérapie, en naturopathie, en kinésio et en kinésiologie, en cercle de parole, bref. J'ai vraiment évolué. Mais est-ce que j'ai pour autant changé ? Alors, je me suis posé la question de savoir si on pouvait en cours de route changer de personnalité, ou alors est-ce que si on a toute notre vie la même personnalité, cette personnalité peut s'effacer sous le poids de notre quotidien et aussi sous le poids de notre environnement extérieur à un moment donné. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches et je vous en dis un peu plus. Le sigle MBTI, ça vient de Myers-Briggs Type Indicator. Merci l'accent anglais. Le MBTI, c'est un outil psychométrique qui est largement utilisé pour évaluer les préférences psychologiques des individus en matière de perception et de jugement. Il a été développé par une dame qui s'appelle Catherine Cook-Briggs, je sais pas trop comment ça se prononce, et sa fille Isabelle Briggs-Myers. Et il est basé sur la théorie des types psychologiques qui a été élaborée par Jung. Donc en fait, c'est un test qui essaie de comprendre comment les gens fonctionnent sur le plan de leur personnalité. Les individus, ils sont classés selon 4 dimensions bipolaires qui va faire qu'il y aura 16 types de personnalités possibles. Donc on a extraversion versus introversion, c'est pour ça qu'on a le E et le I. On a sensation versus intuition, donc le S et le N. On a pensée versus sentiment, donc le T et le F. Alors, à chaque fois, c'est en anglais, c'est think et feelings. On a jugement, le J, versus perception, le P. Donc le test MBTI, il est souvent utilisé dans le cadre du travail, mais on peut aussi l'utiliser un peu partout, quoi. Il pose des questions et classe
les gens selon ces 16 groupes différents et en fonction des réponses que les gens donnent. Donc ces groupes, ils sont basés sur les 4 paires que je viens de mentionner. Et le premier groupe, en gros, c'est est-ce que tu préfères être avec les autres, et ça sera un extraverti, ou être plutôt seul, et ça sera plutôt un ou une introvertie. Le deuxième groupe, c'est est-ce que tu te bases sur tes 5 sens et ce que tu observes, donc les sensations, ou est-ce que tu fais confiance à ton intuition et à tes idées? Ça, c'est l'intuition. Le troisième groupe, c'est est-ce que tu prends des décisions de manière logique, donc t'es dans ton mental, dans tes pensées, ou est-ce que tu suis plutôt tes émotions? Donc ça, c'est le sentiment, c'est le cœur, ou est-ce que tu prends tes décisions par rapport à ton cœur? Le quatrième et dernier groupe, c'est est-ce que tu préfères avoir un plan bien établi, donc ça c'est le jugement, ou être plutôt flexible et spontané, donc ça c'est plutôt la perception. Alors le MBTI, il pense que ces réponses disent quelque chose sur la manière dont tu communiques, comment tu prends des décisions et comment tu gères le stress. C'est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Mais il faut savoir que ce test est souvent critiqué pour son manque de validité scientifique et sa simplification excessive de la complexité de la personnalité humaine. Donc, de nombreux chercheurs en psychologie estiment que d'autres modèles de personnalité, tels que le modèle des 5 grands facteurs, donc le Big Five, sont beaucoup plus robustes sur un plan empirique. Mais malgré tout, le MBTI continue d'être largement utilisé dans de nombreux contextes, et y compris en psychologie populaire et en gestion des ressources humaines. Donc tout ça, ça m'a amené à me poser cette question. Est-ce qu'on peut changer de personnalité en cours de vie? Donc la question de savoir si on peut changer de personnalité au cours de sa vie, c'est assez complexe au final. Parce que la personnalité, c'est un concept qui est multidimensionnel et qui va englober des traits, des comportements et des caractéristiques psychologiques qui sont relativement stables. Mais il peut y avoir des changements et des évolutions au fil du temps. Alors je vous ai trouvé quelques points à considérer. J'en ai trouvé 4 exactement. Donc le premier point à considérer, c'est la stabilité et la continuité. Donc, dans l'ensemble, la personnalité d'un individu va tendre à être relativement stable au fil du temps, et les traits de personnalité de base, tels que l'extraversion, la stabilité émotionnelle ou l'ouverture à l'expérience, la conscience et l'acceptation, ces traits-là, ils vont avoir tendance à persister tout au long de la vie d'un adulte. Le deuxième point à considérer, c'est le développement de cette personnalité. Bien que les traits de personnalité fondamentaux puissent rester relativement constants, il va être possible de voir des changements et des évolutions dans d'autres aspects de la personnalité au fil du temps, et en particulier en cours des transitions de vie importantes. Je vous donne quelques exemples pour que ça soit plus parlant. Par exemple, une personne peut devenir plus extravertie après avoir changé de carrière. Donc moi, par exemple, je suis passée de juriste à coach, en passant aussi par naturopathe, et je m'extravertis de plus en plus. Là où dans mon milieu professionnel de juriste, j'aimais bien être dans mon bureau porte fermée, je parlais à personne, enfin j'étais avec mes dossiers, et ben là je parle à de plus en plus de gens et j'aime ça en plus. Un autre exemple, une personne peut devenir plus ouverte à de nouvelles expériences après avoir fait plein de voyages. Ou alors plus consciente de ses émotions et de suivre son intuition en devenant maman. Le troisième point à considérer, c'est le facteur qui va influencer les facteurs qui vont influencer le changement. En fait, les événements de la vie, les expériences, les interactions sociales et le développement personnel peuvent tous contribuer au changement d'une personnalité. Par exemple, je sais pas, des expériences traumatisantes peuvent avoir un impact sur la stabilité émotionnelle d'une personne. D'aucuns vont complètement sombrer, tandis que d'autres vont en tirer des leçons. Un exemple perso, j'ai perdu ma meilleure amie cet été, c'était la marraine de mes enfants, et je suis la marraine de sa fille, et c'est la deuxième fois de ma vie que je perds quelqu'un comme ça, sans que ce soit dans le soi-disant, entre guillemets, ordre des choses, et au final, j'en tire vraiment une rage de vivre qui est hyper intense. Donc oui, des expériences de vie traumatisantes peuvent élargir notre tolérance à l'ambiguïté et à l'ouverture. Et lorsque je dis tolérance et ambiguïté et à l'ouverture, je fais référence à 2 aspects de la personnalité qui sont liés à la façon dont une personne réagit face à des expériences de vie
qui la plonge dans l'incertitude. Comme moi, par exemple, le décès de ma pote. J'avais prévu qu'on fasse nos vieux jours ensemble, et là, ça me met complètement dans l'incertitude parce que du coup, j'ai perdu une personne sur qui je pouvais compter, et non pas que j'ai pas d'autres personnes sur qui je peux compter, mais je veux dire, elle était le témoin de ma vie le plus fidèle. Donc voilà, c'est quand même une expérience. C'est quand ces expériences vous amènent à de nouvelles idées, à des situations un peu plus complexes sur lesquelles vous allez être plus ou moins à l'aise en fait. Donc là, je vais ouvrir une grosse parenthèse sur ces deux concepts que j'ai découverts récemment, le concept de la tolérance à l'ambiguïté et à l'ouverture, parce que pour moi, ils sont hyper importants. La tolérance à l'ambiguïté, c'est en fait la capacité d'une personne à gérer des situations, des informations ou des décisions qui vont pas être claires et pas définies de manière précise. Une personne avec une forte tolérance à l'ambiguïté, elle peut se sentir à l'aise dans des contextes où les réponses ne sont pas évidentes, où il y a de multiples interprétations possibles et où il faut prendre des décisions avec des informations qui sont pour le moins limitées. La personne avec cette tolérance à l'ambiguïté, elle va accepter le fait que certaines questions, elles n'ont pas de réponse simple, et être du coup disposée à explorer certaines zones grises. Moi, je sais qu'avant, j'étais une personne qui avait une tolérance à l'ambiguïté très réduite. Il fallait que je comprenne tout. Enfin, voilà, la juriste, quoi. Il fallait que j'ai toutes les informations pour pouvoir prendre ma décision. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus freestyle. Imaginez que vous ayez une question qui n'a pas du tout de réponse claire. Certaines personnes se sentent à l'aise avec ça, elles vont se sentir bien, comme si elles pouvaient gérer l'incertitude et les choses plutôt floues. Alors que d'autres personnes vont se sentir hyper mal à l'aise et vont vouloir des réponses claires et précises tout de suite. Et d'ailleurs, je pense aux personnes qui ont... alors, on va peut-être me reprendre là-dessus, mais je pense aux personnes qui ont des troubles du spectre autistique où les choses, il faut que ça soit clair et précis. Alors, je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est la planification des activités avec les enfants. Une maman avec une haute tolérance à l'ambiguïté peut être à l'aise avec des journées où il n'y a pas forcément de plan précis, où elle laisse les enfants décider des activités au fur et à mesure, tandis qu'une maman avec une faible tolérance à l'ambiguïté va préférer plutôt un emploi du temps strictement planifié. Deuxième exemple, lorsqu'un enfant pose une question difficile à laquelle il n'y a pas de réponse simple, comme par exemple pourquoi les gens meurent, une personne tolérante à l'ambiguïté pourrait aborder cette question avec ses enfants en reconnaissant que différentes cultures et il y a différentes croyances, et donc du coup il y aura des réponses qui vont être différentes à cette question et qu'il n'y a pas en fait de réponse définitive. Elle pourrait aussi encourager ses enfants à explorer différentes perspectives religieuses ou philosophiques ou à réfléchir à leurs propres croyances. Et en fin de compte, elle pourrait les aider, je pense, à comprendre que la question de ce qui se passe après la mort, ça reste un mystère qui est pas résolu et que chacun peut avoir sa propre interprétation et basculer sur le plan peut-être de l'acceptation des autres. Je trouve ça plutôt bien d'ailleurs. Alors que une maman qui va être moins tolérante à l'ambiguïté, elle pourrait être plus encline à donner une réponse assez tranchée, basée sur ses propres croyances, sans forcément encourager la réflexion ouverte de ses enfants sur ce sujet. Alors en fait, là où une personne tolérante à l'ambiguïté peut être capable d'expliquer la complexité de la question, avec une réponse qui est plus complexe, une autre personne qui est moins tolérante peut chercher à éviter la discussion ou à donner une réponse qui est plutôt simpliste. Ceci dit, moi j'ai une petite astuce quand j'ai atteint ma limite personnelle de ma tolérance à l'ambiguïté. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe après la mort, là avec la mort de ma pote, j'ai su répondre avec une ouverture et une tolérance à l'ambiguïté, on va dire. Mais j'ai eu une autre question sur laquelle c'était un peu plus compliqué, sur la sexualité. C'est quoi la sexualité? Et donc moi, quand j'ai une question comme ça où j'atteins ma limite de ma tolérance à l'ambiguïté, je réponds ceci.
C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Je vais y réfléchir et je reviens vers toi avec une réponse. Est-ce que tu es d'accord? Et ça me permet vraiment de botter en touche et de pas rendre une réponse simpliste ou alors une réponse qui est pas forcément adaptée à la question et à l'âge de l'enfant ou voilà, qui est pas adaptée, quoi. Et bien évidemment, quand vous faites ça, quand vous prenez cette petite astuce-là, revenez avec une réponse. C'est plus sympa quand même. Donc, la tolérance à l'ambiguïté, elle implique cette capacité à reconnaître et à accepter qu'il peut y avoir des questions sans réponse définitive et du coup à encourager une exploration ouverte des idées et des croyances. Et c'est valable pour nos enfants et c'est valable aussi, je pense, pour nous. Quand je parlais tout à l'heure d'ouverture, je parlais de l'ouverture à de nouvelles expériences et à de nouvelles idées. C'est pour ça que la tolérance à l'ambiguïté et à l'ouverture, ça s'imbrique. L'ouverture, ça, c'est une dimension de la personnalité qui mesure la volonté d'une personne à explorer de nouvelles idées, à s'engager dans des activités créatives, à accepter des points de vue différents de sa propre perspective, à accepter les autres aussi. Donc la personne qui, on va dire qu'elle est ouverte, elle est souvent curieuse, imaginative, elle va être désireuse d'apprendre. Ces personnes-là, elles vont être ouvertes au changement et aux nouvelles approches. Et je trouve que les enfants, ils ont une ouverture de dingue et que malheureusement, c'est en les mettant dans des cases que nous, le monde des adultes, on va diminuer cette ouverture qui, je pense, à la base est naturelle. 2 exemples pour la capacité d'ouverture. Le premier exemple, c'est l'exploration à de nouvelles activités. Une maman ouverte à de nouvelles expériences, elle peut être enthousiaste à l'idée de faire essayer à ses enfants des activités qu'elle n'a jamais faites elle-même, comme en cuisine, par exemple, essayer une cuisine qui est internationale, ou faire de l'escalade en salle, par exemple. Moi, j'ai acquis, il y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines d'ailleurs, j'ai acquis des rollers parce que mes enfants, ils s'y sont mis et ils vont beaucoup trop vite. Donc, je me suis dit, soit je prends mon vélo comme d'habitude et je les suis, soit j'essaye quelque chose de nouveau. Donc, ça les a fait beaucoup marrer parce que j'ai un look de merde sur mes rollers. Mais bon, je m'en tape. Et j'ai aussi croisé une maman l'autre jour qui m'a lancé un plein d'empathie avec un sourire compatissant. Elle m'a lancé un bon courage. Et ça m'a beaucoup, beaucoup amusé parce que je pense que ça, c'est peut-être une maman qui n'osera pas le faire. Donc, deuxième exemple sur la capacité d'ouverture, c'est l'acceptation des différences. Une maman ouverte peut être plus à l'aise avec les choix de vie et les préférences différentes de ses enfants. Par exemple, elle pourrait être plus compréhensive si l'un de ses enfants veut poursuivre une carrière artistique, genre je veux être clown maman, alors qu'elle-même, elle travaille dans un domaine plus traditionnel. Ça, je l'ai, cette capacité d'ouverture, je l'ai quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat où les personnes qui sont dans le salariat vont avoir du mal à comprendre pourquoi je me mets un peu plus en danger. Les personnes qui vont être fonctionnaires vont comprendre encore moins, en fait. En résumé, ces 2 concepts, ils m'intéressent parce que ils nous en disent long sur notre façon de fonctionner. Et la tolérance à l'ambiguïté, elle va concerner la façon dont la maman, elle peut gérer les situations imprévues, donc du coup gérer son stress et aussi les questions difficiles que ses enfants ils vont pouvoir lui poser tout au long de sa vie. Alors que l'ouverture, ça va plus concerner son enthousiasme pour de nouvelles expériences, donc du coup oser de nouvelles choses dans son quotidien et donc changer ou évoluer. Mais ça concerne aussi sa capacité à accepter les différences chez les autres mamans ou ses enfants d'ailleurs. Donc ces 2 traits de personnalité ils peuvent vraiment influencer la manière dont on va élever ses enfants et dont on va gérer ces défis de maman au quotidien. Et dernière chose avant de refermer cette petite parenthèse, je pense que la tolérance à l'ambiguïté, la tolérance à l'ouverture, ça peut évoluer au fur et à mesure. Je veux dire par là que plus on ose des petites choses, plus on va oser de grandes choses. Et pareil, plus on s'ouvre à de petites choses, plus on va pouvoir s'ouvrir à de plus grandes choses. Donc ça se travaille. Donc, je referme cette parenthèse qu'à moitié, parce que j'aimerais quand même conserver ce prisme de la tolérance à l'ambiguïté et à l'ouverture. Donc, je referme un petit peu.
J'en étais aux quelques points à considérer quand on veut savoir si on peut changer de personnalité ou pas, et il me restait un point à vous évoquer. Ce point, c'est la conscience de soi et la volonté. Certaines personnes peuvent être conscientes de certaines facettes de leur personnalité qu'elles aimeraient changer et peuvent travailler activement à développer de nouveaux comportements et de nouveaux traits. Par exemple, une maman moins ouverte et qui a de nouvelles expériences peut vouloir expérimenter de nouvelles choses sans oser, et dans ce caractère d'oser ou pas, ça se change ça. Ça peut être réalisé grâce à des efforts de développement personnel, à la thérapie ou à d'autres méthodes d'évolution personnelle, comme je le disais tout en début de podcast quand j'ai entamé mon processus d'évolution et que j'ai utilisé la psychothérapie, le coaching, la yoga-thérapie, la naturo, la kinésiologie, les cercles de parole, etc. Donc en fait, bien que la personnalité soit généralement considérée comme relativement stable, des changements et des évolutions sont possibles tout au long de la vie d'une personne et en fonction des expériences qu'elle va faire et aussi de ses efforts personnels. Mais l'important à dire, c'est que les changements de personnalité qui vont être significatifs vont demander du temps, des actions et probablement de l'aide extérieure, un besoin d'être soutenue dans cette démarche. Donc moi, clairement, j'y serais pas arrivée toute seule. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis devenue coach. J'ai tellement adoré que du coup, j'en ai fait mon métier. Et d'ailleurs, si vous voulez tester le coaching, je vous invite à faire une petite séance gratuite avec moi. Pour ça, il suffit de m'envoyer un email sur mamansrebelle.com/contact. Donc oui, il peut être difficile de modifier certains traits fondamentaux de manière radicale, mais honnêtement, quand on n'a pas l'habitude d'oser le changement et qu'on se met à oser un tout petit peu, à notre niveau et avec du soutien, eh bien, tout devient possible. Moi, j'ai un mantra qui est sur mon bureau à la portée de mes yeux et que je lis régulièrement et j'avais envie de vous le partager. Ce mantra, c'est commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il t'est possible de faire, et ensuite tu t'apercevras que l'impossible est possible. La personnalité, au final, c'est un peu comme notre manière d'être. Certaines parties de notre personnalité restent assez constantes tout au long de notre vie. Si on est, par exemple, une personne plutôt calme et réservée, on le reste généralement. Pour autant, il y a des moments où notre personnalité, elle va changer un petit peu. Et c'est souvent le cas quand on devient maman. Ça arrive aussi quand on déménage dans un nouvel endroit, qu'on se met en couple, qu'on divorce. On peut devenir plus ouverte et sociale ou carrément l'inverse, devenir toute fermée. Et ça arrive aussi quand on traverse ces moments difficiles. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du décès de ma pote. Et ou alors, par exemple, quand on ne dort pas pendant les 3 premières années de vie de chacun de nos enfants, par exemple, ça peut nous rendre plus anxieuses, plus stressées et plus irritables sur le long terme. Est-ce que vraiment tout ça, ça va venir définir qui on est là maintenant? Je le crois pas. En tout cas, on peut, je pense, décider activement de changer certains aspects de notre personnalité. Et par exemple, si on veut devenir plus confiante ou moins colérique, on peut travailler ça avec des efforts personnels, bien évidemment. Il n'y a pas de baguette magique, mais est-ce que ça veut dire que ça dure, ça, quand on est colérique et qu'on veut travailler dessus? C'est clair que si on travaille pas dessus, on restera comme on est. Donc, peut-être que notre personnalité, elle peut changer au fil du temps, en fonction de ce qu'on vit, mais cela se fait souvent progressivement, et changer radicalement sa personnalité est beaucoup plus difficile, mais je me dis qu'avec des petites évolutions, au final, c'est possible. Je passe à l'action. J'ai envie de vous proposer un exercice aujourd'hui pour développer rapidement votre tolérance à l'ambiguïté. Bon, vous avez compris en écoutant cet épisode que c'était une notion que j'avais particulièrement aimée et donc j'aimerais focaliser cet exercice sur ça. Donc on va l'appeler l'exercice de la journée sans réponse simple. L'objectif de cet exercice, ça va être de vivre une journée en acceptant l'idée que de nombreuses questions n'ont pas de réponse simple. Alors, vous allez commencer par choisir une journée pour faire cet exercice. Idéalement, choisissez une journée où vous avez un peu de temps pour réfléchir et explorer des questions plus profondes. Mettez-vous en mode
journée sans réponse simple, et dès le matin, décidez que vous allez vivre cette journée en acceptant que de nombreuses questions n'ont pas de réponse claire. Dites-vous que c'est normal de ne pas tout savoir. Tout au long de la journée, soyez particulièrement attentif à vos pensées et aux questions qui se posent. Lorsque vous vous posez une question, que ce soit sur un sujet personnel, professionnel ou philosophique carrément, rappelez-vous que les réponses peuvent être compliquées. Lorsque vous êtes confronté à une question, essayez de voir la situation sous différents angles. Pensez à plusieurs réponses possibles, même si elles vous semblent contradictoires. Lorsque vous ne trouvez pas de réponse simple à une question, acceptez cette incertitude. Dites-vous que c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses et que c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Les enfants le font très bien parce qu'ils ont le monde à découvrir. Nous, on doit réapprendre à le faire, je pense. Et avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre expérience de la journée. Comment vous vous êtes senti en acceptant cette ambiguïté? Est-ce que vous vous êtes senti mal? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Est-ce que vous avez ressenti du stress, etc., etc. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est: avez-vous remarqué un changement dans votre attitude envers les questions sans réponse claire? Cet exercice, qui est tout simple, il va vous permettre de commencer à développer votre tolérance à l'ambiguïté en vous habituant à vivre avec des questions sans réponse, avec des détails. Plus vous pratiquez cette acceptation de l'incertitude, plus vous serez à l'aise avec des situations ambiguës dans votre vie au quotidien. Cet exercice, il peut vous aider en tant que maman à gérer le stress de votre quotidien. Il peut vous aider à améliorer la communication avec vos enfants. Il peut vous aider à améliorer la communication avec votre partenaire de vie, à développer votre flexibilité, à vous enrichir personnellement et aussi à modéliser un comportement sain en matière de tolérance à l'ambiguïté. Tout ça, ça va contribuer à créer un environnement autour de vous qui va être beaucoup plus sain, un environnement familial qui est beaucoup plus ouvert et compréhensif. Donc, essayez cet exercice-là et dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un email ou je ne sais trop par quel moyen, mais dites-moi comment ça s'est passé pour vous. On arrive à la fin de cet épisode et pour résumer, je dirais que en général, la personnalité d'une personne est relativement stable à travers le temps. Cela signifie que certaines caractéristiques fondamentales de la personnalité comme l'extraversion, la stabilité émotionnelle, l'ouverture à l'expérience, la conscience et l'acceptation, tout ça, ça a tendance à persister tout au long de la vie d'adulte. Et oui, divers facteurs peuvent temporairement influencer la façon dont une personne exprime sa personnalité, comme la maternité, la charge mentale, les personnes avec lesquelles vous interagissez peuvent vraiment avoir un impact sur votre comportement, mais cela ne signifie pas nécessairement que votre personnalité fondamentale a disparu. Nos responsabilités changent considérablement quand on devient mère et vous pouvez développer de nouvelles compétences et de nouvelles façons de réagir pour répondre aux besoins de vos enfants et de votre famille. Ça peut donner l'impression que certaines facettes de votre personnalité sont mises en veilleuse pour répondre aux exigences de la maternité et de la charge mentale, mais au final, peut-être que après vous allez retrouver votre personnalité, mais ça j'en discutais avec deux de mes amis. En fait, c'est comme si votre personnalité, elle était potentialisée. Vous avez acquis alors là, je parle de la maternité quand on devient mère. Vous avez acquis plein de choses pendant votre parcours de parents, et du coup, ça s'ajoute à votre personnalité. En tout cas, l'environnement social, et y compris votre partenaire de vie, il peut exercer une influence sur votre comportement et sur vos choix, et parfois il peut sembler que votre personnalité est reléguée au second plan en raison des attentes et des normes sociales auxquelles vous devez vous conformer. Alors, le processus d'évolution personnelle, il est constant tout au long de la vie. Et il est possible de développer de nouvelles facettes de votre personnalité en réaction aux expériences de la vie, à l'apprentissage et à l'introspection. Et je pense que la maternité peut vous amener à développer des compétences en gestion du temps, en patience, en empathie. Enfin, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et tout ça, ça peut contribuer à une évolution positive de votre personnalité. Mais, la prise de conscience de votre propre personnalité et de vos besoins et de vos valeurs,
c'est essentiel pour maintenir un équilibre entre les exigences de la vie et votre authenticité. C'est important de reconnaître lorsque vous vous sentez étouffé ou en décalage avec votre propre personnalité. J'aime souvent parler d'alignement, car cela peut être vraiment le point de départ pour apporter des ajustements dans votre vie. En résumé, bien que la maternité, la charge mentale et l'environnement puissent temporairement influencer la façon dont vous exprimez votre personnalité, c'est probable que votre personnalité fondamentale, elle demeure, elle est quelque part en vous. Donc allez la chercher, parce que l'évolution personnelle, c'est une partie naturelle de la vie. Et il est possible de développer de nouvelles compétences et de s'adapter à nos responsabilités concernant la maternité, tout en restant fidèle à votre identité profonde. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Et si tout ça s'est caché quelque part, faites-la sortir, cette personnalité. La prise de conscience de soi et la gestion de l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie sont importantes pour maintenir votre authenticité en tant que femme, en tant que mère et par-dessus tout en tant qu'individu. Merci de m'avoir écouté. Voilà, cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.